C'est bon, on est en live? C'est parti. Donc, bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. Alors, vous êtes 27 personnes connectées. Les autres vont arriver progressivement. On va démarrer pour ne pas perdre plus de temps. Alors, on est très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour parler du sujet des bénéfices de la digitalisation du parcours client. Et vous avez la chance de pouvoir bénéficier d'un retour d'expérience d'un grand groupe qui est avec nous aujourd'hui, donc qui est le groupe Provaliance, avec Thomas qui va se présenter dans quelques minutes. Peut-être juste un petit point pratique avant de commencer. Donc, le temps qu'on va passer ensemble va se découper en deux temps. Il y aura 30-35 minutes d'échange avec nos intervenants et on finira par une petite session de questions-réponses à la fin. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On n'y répondra pas tout de suite, mais on prendra ce temps à la fin pour échanger avec les intervenants. C'est à peu près tout. Alors, la présentation est téléchargeable. Nous, pour les personnes qui ont accepté de partager leur mail, en fait, on vous enverra de toute façon une petite synthèse de ce webinaire à l'issue de l'événement. Voilà. Et le replay sera disponible, si je ne me trompe pas, encore 6 mois après la diffusion. Donc, on va commencer par un petit tour de table pour présenter nos intervenants. Donc, peut-être que Thierry, je te laisse débuter. Oui, donc je suis Thierry Rudowski, je suis cofondateur de Zento, qui est une agence digitale qui se définit comme expert du commerce unifié. Nous sommes une trentaine de personnes, on est installé à Levallois et on travaille principalement avec des retailers et des marques pour digitaliser le parcours client et pour offrir des expériences unifiées aux clients de ces différentes marques. On travaille avec le groupe Provaliance depuis 2016, si je ne dis pas de bêtises. On a commencé à travailler sur des projets qui étaient des projets de digitalisation de salons de coiffure de la marque Jean-Louis David. Et puis, on a continué sur d'autres sujets qui ensuite étaient des sujets transverses. Donc, on a travaillé sur des sujets de mise en œuvre de CRM, de marketing automation. Et puis ensuite, on a repris et redéveloppé les sites web. Bon, une partie des sites web et repris l'exploitation de tous les sites de la marque. Et puis, on a terminé, les derniers projets sur lesquels on a travaillé concernaient le développement et le déploiement des applications mobiles des différentes marques. Merci Thierry. Thomas, je te laisse la parole. T'entends pas, Thomas? Thomas Gramin, je suis le directeur marketing, communication et digital du groupe Provaliance. Provaliance, c'est un groupe que finalement peu de gens connaissent a priori. Tout le monde connaît son fondateur, Monsieur Franck Provost. Provaliance, c'est une galaxie de marques de salons de coiffure. On opère aujourd'hui quasiment 3000 salons de coiffure en Europe. On est le numéro 1 en Europe, numéro 1 en France, aux Pays-Bas, en Espagne, en Italie et au Portugal. Donc, dans un business extrêmement émietté, on est le seul acteur qui a réussi à consolider son activité. Donc, voilà, c'est un business qui est à la fois très très local et qui gère des marques au niveau national. Donc, on est toujours en train d'essayer de faire le grand écart. Le groupe Provaliance, c'est aussi une chaîne de magasins de produits professionnels qui s'appelle Bleu Libellule, qui connaît un développement assez impressionnant sur ces dernières années, avec une problématique de commerce unifié également très structurante. Voilà un peu pour le groupe Provaliance. Pour moi, c'est un profil classique, ESCP, EAP à la fin du siècle dernier, expérience dans le luxe, dans des pays anglo-saxons pendant 8-9 ans, un petit break tour du monde, puis retour en France dans le groupe Provaliance où maintenant je pilote l'ensemble des activités marketing, communication et innovation digitale. Merci à toi Thomas et puis merci de prendre ce temps surtout pour participer à ce webinaire. Alors ça nous amène à la première question qui va s'adresser à toi Thomas. On va un peu reposer le contexte de ce webinaire parce que l'actualité a été malheureusement assez mouvementée sur les derniers trimestres.
C'est vrai qu'avec la crise sanitaire, forcément, la fréquentation des points de vente physiques a connu une forte baisse due à la fermeture qui a été réglementaire. Donc, on le sait tous que ça a débouché sur une opportunité importante pour l'e-commerce. Mais on peut se poser la question de si tous les secteurs, finalement, ont profité de cette opportunité, s'ils ont tous su faire eu la même capacité d'adaptation. Donc, ma première question, c'est est-ce que le secteur coiffure et beauté, donc, qui appartient au secteur dont Provaliance et fait partie de ce secteur, a connu une accélération de sa digitalisation? Alors, le secteur a suivi cette... Ouais, alors je vais faire une réponse en plusieurs temps, mais on n'a pas encore inventé la e-coupe de cheveux ou la e-coloration, c'est-à-dire que c'est pour les métiers traditionnels de la coiffure une chance. On n'a jamais été mis en concurrence par des prestataires internationaux de Chine ou par effectivement une plateforme e-commerce qui viendrait nous concurrencer. Donc, il y a des initiatives de ce type-là, bien évidemment, qui sont en train de se créer, notamment au niveau de la réservation. C'est un secteur finalement extrêmement classique, le secteur de la coiffure. Hein. On n'associe pas ce secteur-là à une modernité confondante. Hein. On voit plus le salon de coiffure à maman, avec les gentilles petites dames âgées qui viennent se refaire leur coloration et papoter. Mais bon an, mal an, on avait mis en place quelques éléments de digitalisation au fil du temps sur ces dernières années qui nous ont quand même bien servi dans ces temps de crise. Alors, un peu comme tous les retailers, je dirais, on a connu une année 2020 sans dessus-dessous. On a d'abord commencé par tout fermer. Puis en fait, on s'est retrouvé au cœur des news pendant un mois et demi. Les coiffeurs devenaient les premiers commerces qui manquaient à tout le monde. On venait faire des reportages chez nous. Il fallait absolument que les coiffeurs soient classés en commerce essentiel. Vous nous manquez, etc. Donc nous, on a suivi bon an mal an ce phénomène-là. On a utilisé quelques leviers qui nous ont permis d'un peu exister en termes de communication à ce moment-là. C'était bien évidemment, on a équipé pas mal de nos salons de solutions d'affichage dynamique piloté en centrale. Donc on a pu déployer vraiment du jour au lendemain des messages à destination de nos clients, des campagnes de communication, des campagnes d'information. Et puis pendant toute cette période-là, les différents confinements, déconfinements ont fait que finalement, il fallait savoir piloter habilement les informations salon en temps réel. Quand vous avez uniquement les salons des centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés qui ferment du jour au lendemain, il faut savoir communiquer à ses clients, il faut savoir mobiliser les informations affichées sur le web en temps réel, il faut savoir également renvoyer les rendez-vous pris par les clients. Donc, on a beaucoup travaillé sur l'affichage et la cohérence des informations disponibles en ligne, donner la main à nos salons pour qu'ils puissent renseigner en temps réel les informations. Donc là, on a vraiment bénéficié à plein de tout l'écosystème qu'on avait mis en place pour canaliser les informations ultra locales de nos salons. Tous les salons avaient individuellement ou par groupe de salons, selon la façon dont sont organisés les propriétaires, la main pour changer leurs informations. On a pris la main au niveau national quand c'était les fermetures nationales. On a dû mettre en place beaucoup de choses pour informer en temps réel les clients, mettre en place des protocoles hygiène et puis les théâtraliser sur le point de vente, au-delà du simple aspect logistique, d'aller chercher des masques quand personne n'en avait, pour garantir une rouverture qui ne pouvait pas se faire sans, s'adapter aux nouveaux protocoles d'hygiène. Il y avait toute une palanquée de choses qui se sont passées qu'on n'aurait pas pu gérer sans quelques éléments finalement très digitaux. Hein. Je disais les informations en temps réel, donc c'est la consolidation et ce qu'on appelle le presence management, c'est-à-dire que
quand on modifie en back-office les informations salon, elles se déploient automatiquement sur les mini-sites des points de vente, sur les informations GMB, sur les Google My Business, pardon, sur les différents annuaires où les clients peuvent retrouver ces informations. On a réussi également, avec l'affichage dynamique, à être vraiment quasiment en temps réel dans la communication auprès de nos clients. Et puis, on a connu une dernière innovation qui, si elle n'était pas une innovation au sens disruptive en général, elle l'était pour le métier de la coiffure, c'est vraiment l'explosion de la réservation en ligne avec, en amont de la réouverture, si vous voulez, je pense à la réouverture de mai de l'année dernière, on a battu des records absolument incroyables de fréquentation de nos sites, de fréquentation et de prise de rendez-vous. Tous nos systèmes ont explosé sous la charge, comme si on relâchait, comme si les gens, c'était la première chose qu'ils voulaient faire au sortir des confinements, c'était se ruer dans un salon de coiffure pour se faire couper les cheveux ou colorer les racines selon les typologies de clientes. Au final, ça a été extrêmement formateur pour nous sur notre capacité à gérer toute l'information en temps réel, notamment grâce au digital, la capacité à dimensionner nos serveurs pour pouvoir subir la charge qu'il y a eu à ce moment-là. Et vraiment, au final, on en ressort avec une façon de fréquenter les salons de coiffure complètement transformée, notamment autour de cette partie-là de la réservation en ligne qui a vraiment complètement changé la donne chez nous. Merci beaucoup Thomas. Alors j'ai une seconde question sur ces enjeux un peu de stratégie digitale, mais qui s'adresse cette fois-ci à Thierry. Franck Provost est un réseau de franchise et l'agence Zento a développé une expertise en fait dans l'accompagnement de ce type de clients, notamment avec des références comme Franck Provost, mais aussi Jean-Louis David, Alain Aflelou et Atoll. Thierry, est-ce que ce type de structure a des contraintes particulières en matière de e-commerce? Est-ce qu'il y a des défis particuliers à relever en tant que réseau de franchise? Oui, il y a des défis qui sont très particuliers. Alors, Thomas pourra en parler également dans le cas de Provalence, mais il y a des défis puisqu'on a affaire non pas par définition à un réseau intégré, mais à un réseau d'indépendants. Donc, il y a des enjeux qui sont des enjeux habituels, qui sont des enjeux de marque. C'est-à-dire que voilà, l'idée, c'est de digitaliser la marque, c'est d'apporter des nouveaux services aux clients, c'est de pouvoir permettre aux clients d'adapter leur parcours et d'inventer des nouveaux services. Mais en même temps, on a une double clientèle qui est aussi les indépendants. Donc, que ce soit des réseaux de franchise comme Provalence ou qu'on soit sur des coopératives, par exemple comme Atoll dont tu parlais à l'instant, ou comme même Leclerc, on a des réseaux d'indépendants, on est obligé aussi il faut aussi tenir compte de la spécificité qui fait que ce sont des indépendants. On a affaire à des commerçants qui sont indépendants et donc le fait de leur amener du e-commerce, ça amène un certain nombre de contraintes. Donc par exemple, le premier sujet, c'est qu'il ne faut pas amener le e-commerce comme un concurrent ou comme un cannibale du business que vont faire ces indépendants. Donc, il faut vraiment amener le e-commerce comme un service qui va leur permettre de faire du business différemment et de faire du business de façon plus efficace. Donc, il faut essayer de privilégier tout ce qui va être le trafic en magasin ou le trafic en salon, comme disait Thomas, on n'est pas encore à la coiffure, hein, donc de toute façon, on est obligé de passer dans le salon, mais à un moment donné, on peut se dire, on peut vendre les choses un petit peu différemment. On peut proposer du click and collect, on peut proposer du ship from store, on peut proposer de la réservation comme c'est le cas chez Provalence. On peut proposer un certain nombre de services qui vont focaliser un petit peu du trafic et augmenter le trafic, élargir un peu la zone de chalandise, par rapport au point de vente. Et puis après, des sujets aussi de reversement de chiffre d'affaires pour éviter que le e-commerce soit perçu comme un concurrent au business traditionnel. Il faut aussi bien se mettre d'accord sur les règles qui vont faire qu'à un moment donné, quand un client va commander sur le site, ce produit ou ce service qui a été commandé, de quelle façon il va revenir à l'indépendant et comment il va revenir à l'indépendant.
Et puis, il faut les impliquer dès le début pour essayer justement de… Parce que chacun a sa vision, chacun a sa façon de faire du business, on va changer les habitudes. Et donc, il faut aussi les intégrer le plus en amont possible pour être sûr qu'on prend bien en compte la considération du magasin. Chez Provaliance, quand on a commencé à travailler avec les équipes de Thomas en particulier, je me souviens sur les salons Jean-Louis David à l'époque, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a passé, je crois, une demi-journée dans un salon Jean-Louis David pour voir tout simplement comment ça fonctionnait et comment les gens du salon faisaient leur business, tout simplement. Nous, on structure beaucoup nos typologies de réseau en fonction de leur capacité d'influence. On a des succursales qu'on utilise comme laboratoire en général, où on a 100% la main. Puis ensuite, une fois que ce qu'on pourrait appeler les proof of concept sont validés dans un univers succursaliste, on les déploie auprès de groupes de franchisés dits influents qui vont nous permettre d'affiner le modèle et de le compléter des besoins des salons. Et ensuite, une fois que les ajustements sont faits, ces franchisés deviennent le relais d'influence sur le reste du réseau pour convaincre l'ensemble du réseau de basculer sur cette nouvelle solution. Ça, c'est toujours un travail limite porte-à-porte, je dirais, un travail de terrain très fort, mais qui finalement garantit que seuls les grands éléments de transformation qui trouvent une validité concrète au niveau du terrain arrivent à se déployer dans un réseau de franchise. C'est beaucoup moins facile que dans les succursales, mais du coup, on n'a pas de projet finalement qui arrive à maturité, qui n'ont pas été testés sous toutes les coutures. Donc ça, c'est quelque part, c'est l'avantage du réseau de franchisés, c'est que c'est votre premier client, et si vous les convainquez pas, jamais le service ne verra le jour pour vos clients finaux. C'est la dualité qu'on a toujours, nous, dans le travail. Par contre, effectivement, la force, c'est aussi qu'une fois que le sujet est accepté, validé, déployé sur un certain nombre de franchisés, ce sont autant de représentants et de promoteurs du sujet derrière. Donc ça, c'est une force. Et si je peux illustrer juste un exemple sur, par exemple, la fidélisation, puisqu'on a intégré beaucoup de sujets de fidélité à l'intérieur des applications qu'on a développées. La particularité d'un réseau de franchise, c'est que le client, lui, il est client de la marque d'une façon générale, mais il est aussi client de son indépendant. Et donc, on a des sujets qui sont que le client, à un moment donné, va quand même appartenir à l'indépendant. Et donc, il faut aussi réussir à apporter du service au client qui est le client de la marque et en même temps à favoriser les clients du salon qui sont ses clients à lui et qui viennent parce qu'ils connaissent leur coiffeur et qu'ils ont un lien particulier ou privilégié avec lui. Ça, c'est aussi une autre particularité importante à prendre en compte. Complètement. Merci à tous les deux pour tous ces éléments. Ça nous amène à une troisième, si je ne me trompe pas, question. Alors, on va entrer un peu plus dans le cœur du sujet en parlant de ce que l'agence Zento a concrètement réalisé pour le réseau Franck Provost. Avec une question qui s'adresse à toi, Thomas. L'agence Zento a accompagné en fait le réseau Franck Provost à poser les premiers jalons de sa démarche omnicanal. Mais finalement, en fait, le secteur coiffure et beauté, comme on l'a un peu souligné en ce début de webinaire, c'est un secteur qui était peu mature en matière de commerce en ligne et surtout qui, on peut le penser, a priori, en tout cas, repose sur des logiques d'un commerce de proximité, c'est-à-dire qu'on se rend chez le coiffeur comme on se range à la boulangerie, alors c'est-à-dire celle qui est le plus proche de chez soi et chez qui on a l'habitude d'aller. Peut-être que le client n'a pas forcément le réflexe en ligne. Quelle a été votre approche à vous pour réinventer le parcours client avec le digital dans ce contexte? Alors, si le client se rendrait aussi souvent chez le coiffeur qu'il se rend à la boulangerie, les temps seraient roses pour nous tous. C'est pas tout à fait le cas, mais je comprends la logique. En fait, c'est vrai que dans la coiffure, le premier critère de fréquentation d'un salon plutôt qu'un autre, c'est la proximité. A priori, on ne fait pas des kilomètres pour aller dans un salon de coiffure, notamment si vous êtes un homme. On va à côté de chez soi ou à côté de son bureau.
Pour les femmes, c'est un petit peu différent. Il y a un peu plus d'investissement émotionnel. Donc, ça veut dire qu'une cliente qui est cliente d'un salon et qui voit son coiffeur partir, si elle est ravie de ses prestations, elle est capable de le suivre sur 20, 30 kilomètres juste pour être rassurée. Donc, on a un commerce qui est effectivement un commerce de proximité, vient se greffer de l'émotionnel et puis vient se greffer aussi, bien sûr, des problématiques d'enseigne qui, elles, se traitent au niveau national. Donc, est-ce que quand on fréquente un Franck Provost, on le découvre parce il est proche de chez nous, ou est-ce qu'on va dans un Franck Provost avant tout et on choisit finalement celui qui est le plus proche de chez nous? En fait, c'est toute la difficulté de l'articulation pour les réseaux, les enseignes en général et la coiffure en particulier, entre le travail national et le travail au niveau local. Nous, l'idée, c'est que quand vous venez dans un salon Franck Provost, donc vous pouvez rentrer soit parce qu'il est à côté de chez vous, soit parce que la marque vous parle, mais quand on a une mauvaise expérience dans un salon Franck Provost, même si l'expérience elle est due à un coiffeur, à un instant T, dans un salon spécifique, c'est toute la marque qui va en pâtir. Donc nous, dans le parcours client, ce qu'on essaye de faire, c'est on perd un peu le fil quand le client arrive dans le salon. Bien sûr, il y a des formations, tout un accompagnement pour que les clients vivent la même expérience, tout ça, mais concrètement, au niveau national, on perd le fil. Donc nous, l'idée, c'est de guider le parcours client en amont et en aval. Donc, comment c'est? C'est quand un client ou un prospect recherche un salon de coiffure sur Google, comme on le fait tous pour un commerce. L'idée, c'est que ce soit un de mes salons qui soit proposé lors de la recherche. Donc, on a fait beaucoup de travail sur ce que j'ai expliqué tout à l'heure, le presence management, c'est-à-dire la capacité à rendre visible votre point de vente sur les moteurs de recherche. Nous, on travaille beaucoup là-dessus. Donc on a un partenaire avec qui on travaille et ça nous permet d'assurer que nos salons sont les premiers proposés lors d'une recherche salon de coiffure et localité, par exemple, quand j'ai un point de vente. Donc, par exemple, si je vous donne un chiffre sur l'année 2020, chaque fois qu'un client recherchait salon de coiffure et ville, un salon Franck Provost a été affiché dans 46 millions de fois, il a été affiché dans les résultats proposés par Google. Et on mesure cette amélioration par rapport à l'année précédente, c'est je crois un delta de 15% de visibilité par rapport à l'année précédente, sachant qu'on avait quand même eu 3 mois de fermeture en 2020, c'est des chiffres de 2020. Donc ça veut dire que 46 millions de fois, un client s'est vu proposer un de mes salons parmi les premiers résultats de recherche. Donc ça, c'est vraiment le fruit d'un travail extrêmement profond et long terme de SEO et des investissements médias également. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose sur laquelle on est très vigilant, qui fait aussi partie du parcours, c'est notre capacité à mobiliser nos clients fidèles pour récupérer des avis positifs sur Internet, donc, et notamment sur Google, qui sont quand même aujourd'hui dans l'univers de la beauté, comme ça peut l'être dans le touriste. Si vous voyez 2 étoiles sur un salon de coiffure, une cliente, no way, elle nous confiera sa tête. Donc pour nous, ça c'est un élément extrêmement important. Donc on a mis en place aussi une solution digitale qui nous permet de canaliser sous forme de messagerie qu'on met à disposition de tous les salons l'ensemble des avis clients laissés sur les réseaux sociaux, sur Google, dans les enquêtes de satisfaction en ligne. Et cette vision nous permet 2 choses. Un traitement plus rapide des remontées clients et donc on récupère pas mal de clients en étant très vifs et très réactifs. Et puis surtout, au niveau de la tête de réseau, ça nous permet un monitoring vraiment global de toute la performance de chacun des réseaux
jusqu'au salon en particulier. Donc, on est capable d'identifier des salons à problème, on est capable de faire des analyses sémantiques sur les problèmes qui se retrouvent le plus, et on est capable d'améliorer ça. Donc, on collecte, par exemple, sur l'année 2020, j'ai pris la note, on a connecté 245 000 avis de tout type, donc 40 000 avis Google My Business. Et pour nous, on a une note moyenne de l'ordre de 4,1 sur 5 sur Google et de 4,7 sur nos enquêtes de satisfaction interne. Donc, ça nous permet à la fois ce monitoring et le suivi vraiment fin de la satisfaction client. Et puis je dirais que le dernier élément qui est venu transformer le paysage, c'est la réservation en ligne. Alors, pour vous donner un peu de contexte, dans un salon de coiffure, un des points de friction les plus importants, c'est le temps d'attente et le temps passé en général en salon. En fait, quand vous interrogez des clientes qui viennent faire une coloration, elles peuvent passer jusqu'à 1h30, attendre quelquefois une demi-heure avant d'être prises en charge. Donc, on a une visite qui prend 2 heures dans la vie d'une femme pour un peu qu'elle ait un job, ce qui est quand même la norme aujourd'hui, et des enfants, ce qui dans notre cible est aussi très classique, puisqu'on a des moyennes d'âge autour de 40 ans. Et ben c'est 2 heures de la vie d'une femme qu'elle doit souvent prendre le week-end, notamment. C'est loin d'être neutre. Et du coup, le temps d'attente était souvent un point de friction majeur exprimé dans toutes les enquêtes de satisfaction. L'idée de la réservation en ligne, c'était vraiment de dire aux clientes, organisez-vous, on va pouvoir vous recevoir sans temps d'attente. Et donc la promesse a été extrêmement bien reçue par les clientes. Et puis il y a plein d'événements positifs qui se déduisent de ça pour la marque, c'est-à-dire que ça nous permet d'avoir un marqueur assez définitif de la fin du parcours en ligne de la cliente, de sa recherche jusqu'à la validation de sa réservation. Donc pour nous, c'est un formidable levier d'optimisation de nos investissements en médias digital. Je vous livre un petit secret, on est en général entre 1 et 3 euros par réservation en termes d'acquisition. Donc ça nous a permis de motiver la direction à basculer une bonne partie de l'investissement média sur du média dit performance. Le service, je vais vous donner aussi un autre élément de contexte qui est assez intéressant. Quand on regarde la fréquentation, donc ça s'est lancé tout début 2019. Et en 2020, on a fait 1,7 million de réservations sur nos 2 enseignes phares, Jean-Louis David et Franck Provost, une augmentation de 180%. Donc là, je pense qu'on retrouve tout à fait les éléments de performance dont parlait Lise sur l'e-commerce dans cette année 2020, qui a été complètement retournée sur la tête. Mais c'était une façon pour les clients de s'assurer leur place, qu'elles n'attendaient pas dans des éléments de contexte sanitaire un peu anxiogènes. Donc voilà, pour nous, ça a radicalement transformé la façon dont on gère le parcours client et dont on gère même l'activité en salon. Je pourrais vous en reparler peut-être un petit peu après. Merci Thomas. Alors mon avant-dernière question portait sur la réservation. Donc je ne sais pas si tu veux compléter avec d'autres éléments tout de suite. On peut enchaîner, sinon on passe à la prochaine question sur l'impact. Non, allons-y si tu as une question spécifique sur la réservation, pas de souci. Alors c'était une question assez générale. La réservation en ligne, c'est un service que Zento a déployé pour le réseau Franck Provost. C'est une des grosses nouveautés qui a été déployée au cœur des applications mobiles de votre réseau. Complètement. Alors, question plus tard, s'il y a des éléments à compléter, qu'est-ce que ce nouvel outil change pour vous? Et est-ce que, dans le contexte particulier de la crise sanitaire, ça vous a aidé, même si tu as quand même en partie répondu à la question, Thomas? Oui, alors, j'ai abordé le côté client, mais ça a profondément transformé également l'organisation en interne. Il faut savoir que nativement, nos salons, je prends Franck Provost par exemple, étaient basés sur un système avant tout de 100 rendez-vous.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les clients se présentent et sont pris au fil de l'eau en fonction de leur ordre d'arrivée. Donc, c'est une logique extrêmement productiviste pour le salon, puisqu'il n'y a pas de temps mort côté coiffeur. Ils sont toujours en train de s'occuper d'un client et c'est plutôt les clients qui attendent. Cette proposition-là restait valable dans un univers de consommation jusqu'à il y a 5-6 ans. Et puis, finalement, aujourd'hui, le digital a changé la donne. Les clients refusent d'attendre. Les vieilles ficelles qu'on avait avant ne sont plus aussi efficaces. Et du coup, on a été obligé de transformer ça, la réservation en ligne et l'appel d'air que ça a créé auprès des clients nous a confortés. Mais derrière, il a fallu suivre pour former à l'utilisation. On a déployé quasiment 2500 salons en moins de 3 mois. Donc, vous imaginez l'effort d'évangélisation, des gens qui avaient toujours travaillé différemment sans rendez-vous. Donc, on a multiplié les webinars, multiplié les sessions en présentiel pour expliquer, mobiliser toutes les équipes pour servir de hotline aux clients qui voulaient adhérer à ces trucs-là, garder une capacité à changer les choses au niveau du back-office pour s'adapter aux demandes des uns, aux demandes des autres. Moi, je veux qu'on puisse réserver les coiffeurs individuellement. Moi, au contraire, je veux qu'on réserve des créneaux, mais sans choisir le coiffeur. Moi, je veux qu'il y ait moitié-moitié. Moi, je veux qu'on ne réserve que les techniciens, mais pas les coiffeurs. Les techniciens sont ceux qui font les colorations. Donc, on a dû pouvoir mettre beaucoup d'agilité dans ce système-là pour que ce soit un vrai sujet. Clairement, l'impact au niveau de clients a été extrêmement positif. Je vous l'ai dit en termes de volume, mais on a aussi une amélioration de la satisfaction client qui a été notable sur les enseignes et les salons qui ont embarqué ce service-là. Et puis, un des gros chantiers aussi, ça a été d'intégrer ce service-là dans tout notre écosystème digital. Vous en parliez, les applications, il a fallu redupliquer à l'intérieur des applications le module de prise rendez-vous, ce qui nous a permis de faire télécharger énormément d'applis parce que en échange d'un service que vous offriez aux clients, ils avaient intérêt à le prendre pour une réservation plus facile, sauvegarder toutes leurs données. Ils peuvent réserver quasiment en un clic via l'application. Et puis, on affiche aussi de façon dynamique les salons qui font la réservation ou pas. Donc voilà, c'est tout un jonglage qu'on a dû faire à un rythme soutenu et qui a vraiment transformé notre activité. D'un point de vue technique, la difficulté est aussi importante parce que non seulement il faut qu'on intègre les différents l'écosystème digital, c'est-à-dire les sites web, les applications mobiles, etc., à la réservation en ligne, mais il faut aussi prendre en compte on va dire la base client, puisque à un moment donné, le but du jeu quand on prend un rendez-vous, c'est aussi de reconnaître le client et de pouvoir lui permettre de prendre rendez-vous sans avoir besoin, bien évidemment, de se connecter à chaque fois. Donc il y a des intégrations qui sont assez importante entre ces front office, ces applications mobiles, ces sites web, et puis les différents référentiels et applications du groupe ProValence. Complètement. Merci Thierry et Thomas. Alors, on a fait le tour des questions du web. On n'a pas de questions dans le chat. C'est que tout a été très clair du début à la fin. Ce que je vous propose, moi, c'est alors, le webinaire sera accessible en replay pendant 6 mois. On va clôturer ce webinaire tout de suite. Et si vous voulez continuer à échanger, vous avez le contact de Thierry, donc le directeur de l'agence Zento qui a accompagné le réseau Franck Provo. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. On se fera un plaisir de répondre à vos questions. Et puis, je pense qu'on est dans les temps pour l'échange. On n'a pas de questions. Donc, sauf si Thierry et Thomas, vous voulez ajouter un petit mot de la fin, je pense qu'on peut faire le webinaire. Écoutez, moi, on a effectivement le temps est au changement, quels que soient les commerces, proximité ou pas. Tout le monde est obligé de s'adapter à la lame de fond du digital. On a évoqué quelques-uns des chantiers. On
On en a lancé d'autres avec Zento sur la façon de gérer l'encaissement en point de vente, sur la façon de gérer des files d'attente qui amènent à la fois de la fluidité côté de l'équipe et puis encore plus de fluidité côté client. L'idée, c'est de toujours penser le client au cœur des dispositifs. Et c'est pareil, on équipe aussi beaucoup pour faciliter la consultation, nos salons de tablettes. Il faut savoir que, je vous donne un truc, mais quand quelqu'un vient expliquer ce qu'il veut, et là je parle, tous les hommes se reconnaîtront, quand vous devez expliquer à votre coiffeuse ce que vous voulez, vous êtes toujours paumé. Vous savez pas dire je veux cette typologie de coupe-là, c'est toujours très difficile. Donc finalement, la meilleure façon de discuter, c'est en images. Donc on a mis sur des tablettes des accès où les équipes de formation et les équipes salon viennent mettre des centaines et des centaines de visuels qui permettent de réduire le champ des possibles pour le client et d'adapter vraiment en image, de se mettre d'accord sur le résultat souhaité. Et du coup, il y a jamais de problème de réalisation dans l'univers de la coiffure. Il y a des problèmes de mauvaise compréhension. C'est pour ça que les clients ont toujours peur qu'on les coupe trop. On n'est pas payé à ce qu'on coupe, mais c'est un peu le ressenti qu'on a. Donc, ce dialogue en image qui peut être commencé par le client ou la cliente seule et complété avec le diagnostic du collaborateur permet de limiter les erreurs de compréhension et de libérer un peu de temps pour le client et pour le collaborateur qui reste productif sur d'autres choses. On y avait mis plein d'autres trucs aussi, la presse, des jeux qui fonctionnent extrêmement bien pour les clients et ça permet aussi aux collaborateurs de mieux reconnaître le client et d'avoir accès à son historique beaucoup plus simplement. Donc voilà, c'est plein de choses comme ça, toujours au bénéfice du client qu'on a commencé à travailler sous tous les angles. Les chantiers sont infinis et on bosse très bien main dans la main avec Zento depuis maintenant de nombreuses années. Voilà. Eh bien, merci Thomas, surtout merci d'avoir pris ce temps. Thierry, tu voulais ajouter quelque chose? Non, c'est bon. Okay. Bon, bah, parfait. Oui, je passais juste on voit là un visuel de la tablette Jean-Louis David. Il y a d'autres visuels qu'on peut voir sur les applications mobiles qu'on a déployées et voilà, qu'on a déployées au sein du réseau Provaliance. Super, et ben merci à tous les deux et merci à tous d'avoir participé et on vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci beaucoup, au revoir à tous.